de cet accro protocolaire. Je disais, Monsieur le Président de la CNDH, Messieurs les représentants du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le vice-doyen chargé de l'enseignement, représentant personnel du doyen de la faculté de droit, Monsieur le professeur Bokolombe, secrétaire de département, Madame la décision du CRIDAC, Monsieur le secrétaire du département chargé de la recherche au département des droits de l'homme, Messieurs les chefs de travaux et assistants, camarades, Messieurs le professeur, je vis là-bas, Messieurs les chefs de travaux, merci de l'opportunité que vous m'offrez. Je me suis interrogé du public. J'aurai un public des étudiants au département, une centaine. J'aurai les autres étudiants, les invités. Tous n'ont pas les prérequis minimum de droits humains et de droits internationaux humanitaires. D'où je vais utiliser une méthodologie de masse pour interagir avec vous, parce que nous tous nous connaissons au moins un petit contenu des droits de l'homme. Je vous rassure que la matière est très vaste, parce qu'il s'agit d'un cours de 45 heures, et dans le programme LMD, il s'agit d'un cours avec plusieurs parties, comme nous parlons, unité d'enseignement. Dans le maquette de formation de LMD, on a quasiment éclaté ça en 4 unités d'enseignement. Les objectifs de cette activité, j'ai décidé souverainement de procéder par un questionnaire. Donc 6 questions que je préparais qui vont nous aider à avoir clair sur cette question du droit des conflits armés et leur applicabilité en République démocratique du Congo. Dans le schéma celui-là, après il y aura une conclusion sans doute. Si je ne m'abuse pas, on m'a donné 30 minutes. Je pense que j'ai déjà grignoté 2 minutes. Mais comme le professeur Moubiala n'est pas là, peut-être on pourra aussi, je pourrais déborder de 5 ou 6 minutes. Mais je pense que je vais rester dans le temps. La première question, parce que mon exposé est intitulé DIH et la guerre à l'Est en RDC, analyse diachronique et critique. Quid le DIH? C'est quoi les droits internationaux humanitaires? Alors, selon ma théorie qui a été validée par le CICR, qui est dans un manuel de référence, le droit international humanitaire, c'est en fait à 4 notions seulement. C'est le pas, c'est le plus, les moyens et enfin les méthodes. 4 mots seulement. Comme nous sommes ici en sensibilisation et vulgarisation. Pas veut dire population civile, immunisée, non attaquable lorsqu'il y a guerre. Plus veut dire les personnes jadis qui étaient offensives, mais ne le sont plus. Ils étaient en pleine opération, en pleine hostilité. Ils ne sont plus. Parce qu'ils ont été blessés. Parce qu'ils sont malades. Ou encore parce qu'ils sont détenus. Donc ils sont prisonniers de guerre. Ils n'ont plus les moyens de capacité de combattre.
moyens, ce sont les armes. Quand on dit conflit armé, ce n'est pas le biais des armes. Les armes, les moyens de guerre. Et enfin, les méthodes sont les techniques de combat. Et à cela, je dois vous dire que la guerre est une affaire des professionnels. On ne s'improvise pas combattant. Comme c'est professionnel, le droit fixe les règles. Qui doit combattre? Pourquoi combattre et pour quelle finalité? Et lorsque une armée est indisciplinée, pour paraphraser l'officier à quel de reste mémoire, elle perd la guerre. Donc, une armée incontrôlée, indisciplinée, qui a marge du droit humanitaire, perd la guerre. Ne peut pas gagner une guerre. Alors, le droit international humanitaire, qu'on appelle le droit de la guerre, lorsqu'on est devant un public de forces de défense et sécurité, donc l'armée, la police, les services de renseignement civils comme militaires, c'est un droit actif. Ce n'est pas une soft law, c'est une hard law. Avec des règles, avec une répression au niveau national ou au niveau international. Donc il y a les bases juridiques. Certes, elles sont internationales, mais elles ont été réceptionnées dans la plupart des législations et chez nous en RDC. Retenez seulement que nous avons 7 textes. La première convention, la deuxième, la troisième, la quatrième convention. Je dirai un mot là-dessus à la fin. Et les 3 protocoles additionnels. Donc il y a 7 traités. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Protocole 1, 2 et 3. Pour faire bref. Comme je vous ai dit qu'il n'y a pas plus moyen méthode. Ce bas juridique protège les militaires au combat qui sont blessés, qui sont malades, lorsqu'il y a une guerre sur mer, lorsqu'il y a une guerre sur terre, protège les détenus, donc les prisonniers de guerre, et protège la population civile, l'objet de la conférence. Ça, c'est la 4e convention de Genève du 12 août 1949 qui protège la population civile ainsi que le bien de cette population. Donc nous tournons autour de la 4e convention, mais nous parlons aussi de la 3e convention parce qu'il y a souvent des femmes détenues. Et les 2 premières conventions, la première nous intéresse parce qu'il y a la guerre qui sévit à l'Est, c'est une guerre sur terre. Donc, le base juridique de la protection des femmes, on le retrouve dans la 4e convention qui a été élaborée pour protéger les civils. Il y a d'abord une protection générale et après une protection spéciale en tant que femme. Et là, j'ai développé une définition de la femme dans le cadre de mes enseignements. Ça a aussi été validé. Parce que lorsqu'on a une doctrine et que les personnes ne vous citent pas, ne vous comprennent pas, ça devient une doctrine minoritaire. La femme est une personne humaine de sexe féminin, potentiellement mère. C'est le fait qu'elle est potentiellement mère, qu'elle est dans l'escarcère des vulnérables, à côté d'autres vulnérables. Même si avec le mouvement féministe aujourd'hui, certaines femmes se disent non vulnérables. Je persiste et je signe, l'état de vulnérabilité de la femme est lié au fait qu'elle peut porter une vie.
Ça, c'est quelques repères du droit international humanitaire. La deuxième question, c'est le repère historique, comme je suis dans une analyse diachronique, de cette guerre à l'Est. Il y a eu 4 événements qui ont été interprétés différemment. Et heureusement que le vice-doyen nous a dit, il est encore là, il est parti, hein. Merci, de rester universitaire. Restons universitaires. Je peux avoir des convictions politiques, mais je reste universitaire. Mais c'est souvent difficile. Et j'ai pris mon Dieu parce qu'il ne m'a jamais donné l'opportunité d'avoir une parcelle gouvernementale. Parce que je ne sais pas comment il devrait me comporter. Et chaque fois que mon nom est sur la liste, en tout cas on les biffe. Si ce type-là n'est pas... Il risque de nous surprendre. Il y a d'abord l'AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, 1996-1997. Il y avait une guerre, comme vous le savez, qui a amené l'AFDEL au pouvoir, Kabila 1. J'étais dans mes extramuros à l'Est, quand la guerre avait éclaté avec le professeur Bibombe. Nous avons fui les rebelles de l'AFDEL, entre guillemets rebelles ou agresseurs, et nous sommes venus ici. Malheureusement, ces rebelles que nous avons fui ont pris le pouvoir. Nous appelons en droit humanitaire les rebelles triomphants. Quand les rebelles prennent le pouvoir, ils triomphent. Donc, ils nous ont dirigés. Et souvent, on se disait, ah, si nous étions restés là-bas, peut-être on allait avoir une parcelle d'autorité. Cette guerre avait été qualifiée d'agression par les uns et de guerre de libération par les autres. Mais attention, la guerre de libération nationale, en droit humanitaire, n'est pas celle qu'on disait ici. En droit humanitaire, la guerre de libération nationale est celle conduite par les mouvements politico-militaires pour faire échec à la colonisation, au régime raciste et à la domination coloniale. Donc quand une rébellion, on dit qu'elle fait la guerre de libération nationale, c'est entre guillemets. Parce que la guerre de libération nationale est un conflit armé international. L'AFDEL a pris le pouvoir, et vous connaissez les atrocités qui ont été commises durant cette première guerre. Deuxième guerre, c'est la guerre du RCD. Cela nous a trouvés à Butembo, toujours dans les extramuros, parce que je dois vous dire qu'avant que les professeurs revendiquent, nous touchions 30 $, 30, 40 $. C'était difficile de tenir. Il fallait aller dans les extramuros pour survivre. Dans la deuxième guerre, nous avons à Butembo, et il y avait une cérémonie d'ordination épiscopale de Monseigneur Sikouli. Moi, je fouille encore. Le professeur Bibombe a dit, je reste. Il est resté. Il a eu des fonctions dans cette rébellion jusqu'aux accords de San City. Il a occupé des fonctions de cabinet à l'enseignement supérieur, ministère de l'économie. Bref, les gens se sont retrouvés. Pour la petite histoire, lorsqu'il y a San City pour créer un sentiment de confiance entre les belligérants, je me retrouve à San City comme expert payé par l'USAID. Je suis approché par les rebelles du RCD. Il dit qu'on a besoin de gens comme vous. Vous serez député et ministre. J'ai dit non, j'ai de l'éthique.
Je suis ici comme expert, je suis désolé. J'ai rencontré le professeur Gombe là-bas. Il m'a dit, fils, entre dans la rébellion. Je lui ai dit non, non. J'ai refusé. Sans citer l'accord 1+4, les gens sont venus ici, tel ministre, tel député. J'ai manqué. Troisième guerre, CNDP. 2007-2009. Elle commence. Et là, je suis recteur de l'université ouverte. Je suis chassé par les ministres pour des raisons de protocole. Il a pensé que je lui manquais du respect lorsque nous avons fait un voyage à Séoul. Il me limoge, j'ai fait des recours hiérarchiques, gracieux hiérarchiques. Le président de la République me rétablit dans mes fonctions. Les ministres de Palou refusent que je retrouve mon poste. Je me dis que c'est un État défaillant. Là, c'est tout le chef de l'État. Et banalisé par les ministres dessus. Donc c'est un gouvernement faible. La guerre du SNDP commence. Il y a conférence de Goma, comme la TIF de la région. Je suis désigné par Fé Maloumalou Abbé pour être expert. Je suis à Goma, les CNDP m'approchent. Me dit, va professeur, nous allons négocier avec le gouvernement, soyez de l'autre côté. Je dis que non, 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 non. C'est dangereux. Après, j'ai réfléchi que j'ai manqué quand même des opportunités. J'accepte. Mais il faut un mandat clair après les accords. Parce que moi, je ne peux pas prendre les armes. Il y a eu les accords de Goma. C'est le fait, partage du pouvoir. La conférence terminée, je prends mon courage de représenter les CNDP pour accompagner les accords de paix. Donc je parlais au nom du CNDP grâce aux accords-là. Je connaissais la conséquence. Et qu'on peut, si les Gouma violent les accords, on va m'arrêter. Et on m'a arrêté. J'ai fait 3 mois l'année. Dieu merci, activiste droit de l'homme, j'ai des réseaux. Les réseaux ont fait que je n'ai pas été tué. On arrive, on me libère. Les accords qui sont violés, on reprend les discussions et on conclut l'accord. Maintenant, on doit, comment dirais-je, mettre une feuille de mise en route, cet accord-là. La feuille de route est là. Ça, ce sont les faits historiques. Et alors, de part et d'autre, il n'y a pas eu concordance de vue parce qu'il fallait intégrer politiquement le CNDP, intégrer militairement les hommes, et le gouvernement voyait que c'était trop. Mais on est tombé d'accord sur un mini-accord où le CNDP, on lui demande de donner 3 noms. Ministre de l'enseignement supérieur, ministre des portefeuilles et vice-ministre de la Défense. Je suis choisi pour être ministre de l'enseignement supérieur. On me promet un certain soir que le décret, enfin l'ordonnance, sera signé. Cette fois, je me suis dit, ça y est, je suis arrivé. L'ordonnance est publiée de bout en bout. Mon nom n'est pas cité. J'ai dit, j'ai raté, alors je rentre à Kinshasa, je récupère ma clé. C'est comme ça que je maîtrise bien ces contextes. Tous les intellectuels normaux, ça a des conséquences au juste de la qualification, sont partis. Il est resté
des personnes résiduelles, des personnes sans agenda, des personnes sans conviction, des personnes sans idéal, parce qu'on fait la guerre pour l'idéal. Ce sont eux aujourd'hui qu'on appelle M23. Des gens qui combattent sans objectif. C'est pourquoi les gouvernements le qualifient de terroristes. Et ils ont raison d'en parler là. Donc aux yeux de DH, il n'y a pas de rébellion. S'il y avait des rébellions, c'est à l'époque de l'AFDL, c'est à l'époque des RCD, et c'est à l'époque aussi du CNDP. Même si les chercheurs nous disent qu'il n'y a pas de rébellion à l'intérieur des portes closes. Toute rébellion a toujours un appui extérieur. Personne ne peut se lever le matin et faire des rébellions. Il y a toujours un appui extérieur qui est là. Mais, en dehors de l'appui extérieur, il y a quelques personnalités qui adhèrent. Quand il y avait l'AFDEL, il y avait adhésion de la cause de l'AFDEL. Quand il y avait RCD, il y avait l'adhésion. Dont Taboulay, de reste mémoire. Quand il y avait CNDP, il y avait l'adhésion. Mais aujourd'hui, aucune adhésion. Je n'ai jamais entendu un Congolais de père et de mère dire qu'il est du M23. Jamais. Donc, ce n'est pas une rébellion au sens du droit international humanitaire. Excellence, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme,